Alors, dire que la France s'est libérée toute seule, c'est évidemment faux. On sait très bien quelles étaient les forces en présence. On sait très bien aussi, tu n'en as pas parlé, que s'il n'y avait pas eu de front de l'Est, les Allemands auraient été beaucoup plus forts sur le front de l'Ouest. Donc on est aussi libéré par les Russes quelque part, même s'ils n'ont pas mis les pieds sur notre territoire. En revanche, dire que notre rapport a été pratiquement nul, c'est une autre exagération. La vérité, c'est entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, Français ? On a eu une résistance qui s'est développée lentement, qui n'était pas là présente au tout début, qui a essayé d'être présente très vite avec des égorgements d'officiers allemands ou de militaires allemands de moindre rang, ce qui a donné lieu à des représailles, c'est-à-dire on tuait 100 Français pour un Allemand, si bien que De Gaulle a calmé le jeu, parce qu'il a dit c'est héroïque, mais ça ne sert à rien, c'est pas en tuant 20 officiers allemands qu'on va changer le cours de la guerre. Et par contre, c'est très cher payé vis-à-vis des otages. Mais donc, il y a une résistance intérieure qui s'est préparée et qui était prête au bon moment, mais bien sûr, qui a été équipée par les Anglais, avec tous les parachutages de matériel, de fusils, mitrailleurs, d'appareils radio, de tout ce qu'il fallait. D'autre part, il y a eu les FFI, donc essentiellement des militaires français qui ont été démobilisés lors de la défaite en 1940 et qui obéissaient aux ordres, mais qui roulaient dans les brancards pour reprendre le combat. Et donc ça, c'est une autre partie de la résistance intérieure. Et puis après, il y a eu la résistance extérieure, qui a consisté d'abord à avoir un territoire. C'est-à-dire que De Gaulle n'était presque jamais à Londres, ou un tiers du temps. De Gaulle, il était en Afrique et au Levant, souvent. Et donc, reprendre des territoires d'Afrique centrale et de l'Ouest, le Tchad, l'Afrique centrale, République centrafricaine aujourd'hui, qui s'appelait l'Oubangui à l'époque, le Soudan français, qui est maintenant le Mali. On n'a pas réussi à prendre le Sénégal, ça c'était l'histoire de Dakar. On était au Cameroun et on était au Congo et au Gabon, je crois. Et puis ensuite, on a repris Madagascar, etc. Ça d'une part. D'autre part, Leclerc, avant de débarquer en Normandie et de libérer ensuite Paris et Strasbourg et tout ce qu'on sait, il était au Tchad. Et du Tchad, il est remonté vers la Libye et il a pris une petite ville libyenne aux Italiens, qui s'appelle Koufra, alors qu'il était inférieur en nombre. Les Italiens ont pris peur. Ensuite, autre fait d'armes, on a eu très vite un petit peu de contingent, c'est-à-dire 2 demi-brigades. Notamment dans une des demi-brigades, il y avait ce qu'on appelait le bataillon du Pacifique, qui étaient des mecs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie qui avaient été recrutés et qui sont venus défendre ça. Et il y a une des demi-brigades a été extrêmement héroïque, qui a fait un fait d'armes extrêmement important, qui s'appelle Bir Hakeim. Il y a des ponts Bir Hakeim un peu partout en France, sous les ordres du général Koenig. Il y a aussi des rues Général Koenig, ensuite Maréchal Koenig plus tard. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est alors que la densité de bombardement était plus intense qu'à Verdun et les bombardements aériens étaient plus intenses qu'à Stalingrad. Et ils ont tenu 15 jours face aux forces allemandes et italiennes et ils ont réussi à s'échapper à la fin et à ne laisser pas tellement de prisonniers. Seulement les blessés qui n'ont pas pu partir. Et donc ça a été un fait d'armes très important et qui a eu une grande conséquence dans la suite de la guerre, parce que, notamment en Afrique du Nord, parce que Rommel a été retardé de 15 jours, ce qui a permis aux Américains de donner leurs chars Sherman, de livrer les chars Sherman aux Anglais, et ça a permis plus tard aux Anglais, avec d'ailleurs un apport de contingent français, de gagner la bataille d'El Alamein, sous le commandement de Montgomery. Ensuite, autre opération, donc le Levant, Syrie et Liban, c'était occupé par les forces pétainistes et les Anglais, avec de forts contingents français, ont libéré ces territoires. Ensuite, les Américains et les Anglais ont débarqué en Afrique du Nord.
Et donc là, il s'est agi de vider Rommel d'Afrique du Nord, après sa défaite également à El Alamein. Et il y a eu de forts combats à la frontière de la Tunisie et de la Libye, où les Français ont évidemment beaucoup participé. Ensuite, sans qu'on nous le dise, il y a eu un débarquement en Sicile. Donc là, on n'a pas participé du tout. Par contre, et De Gaulle n'était pas averti non plus, ce sont les Français qui ont libéré la Corse, tout seul. Donc la Corse est le premier département français libéré. Et ensuite, on a eu un épisode extrêmement glorieux. Et donc ça, c'était aux ordres du maréchal Juin, enfin à l'époque du général Juin, Alphonse Juin. Et il y a eu d'abord la bataille du Belvédère. La bataille du Belvédère, c'est que lors de la première bataille du Mont Cassin, les Français devaient faire diversion par les montagnes. Et donc il y avait un mont qui s'appelait le Belvédère. Et là, les Français ont... c'était essentiellement des troupes nord-africaines, avec notamment beaucoup d'indigènes, qui étaient habitués au combat en montagne. Donc les Français ont fait merveille. Ça n'a servi à rien parce que le plan de bataille, c'était de faire tomber le Mont Cassin, qui était inexpugnable. Mais bon, il y a eu cet épisode extrêmement glorieux. Ensuite, il y a eu une deuxième tentative, où les Français ont participé également dans des manœuvres de diversion. Qui n'a pas donné plus de résultats. On n'a pas réussi à expulser les Allemands du Mont Cassin. Mais ensuite, lors de la troisième bataille, Alphonse Juin a dit, écoutez, votre stratégie, ça va pas du tout. Il faut pas essayer de passer par le Mont Cassin, qui est inexpugnable. Il faut passer jusqu'au bout par les montagnes pour percer les défenses allemandes. Et c'est ce qui a été fait. Donc il y a eu cet événement où la France a été vraiment décisive dans la libération d'Italie. Ce sont même les Français qui allaient rentrer dans Rome. C'est les Américains qui ont demandé à rentrer les premiers. Voilà. Il y avait un général qui s'appelait Clark, qui était extrêmement orgueilleux et qui voulait absolument rentrer le premier. Mais c'est vraiment les Français qui ont été décisifs lors de la libération de l'Italie. Ensuite, après avoir libéré Sienne et être arrivé en vue de Florence, l'armée française a été remobilisée pour faire un débarquement en Provence juste après le débarquement de Normandie. Et donc là, elle a été augmentée et on l'a appelée la première armée française. Elle est passée sous le commandement de Latte de Tassigny. Et donc, il y a eu un débarquement où il y avait 2 tiers de Français, 1 tiers d'Américains seulement. Donc vraiment une présence militaire française importante. Les Français ont libéré Toulon et Marseille eux-mêmes. Ensuite, ils sont remontés par la vallée du Rhône, pendant que les Américains allaient par les Alpes, par la route Napoléon. La résistance française a libéré Gap elle-même, en faisant croire aux Allemands que les Américains étaient arrivés, ce qui n'était pas vrai. Les Américains ont libéré Grenoble, mais avec l'aide de la population, qui est compagnon de la libération, la ville de Grenoble. Les FFI et la première armée française ont libéré Lyon, et ensuite ils sont remontés la première armée française par la Bourgogne, et ensuite en Alsace ils ont libéré Strasbourg. Ils l'ont défendu quand il y avait eu la contre-offensive allemande dans les Ardennes, alors que les Américains voulaient ne pas défendre Strasbourg, ce qui aurait été catastrophique pour les populations. Ils ont libéré eux-mêmes Colmar, le chef-lieu du Haut-Rhin. Ensuite, ils ont pénétré donc en Allemagne. Ils ont pris toutes les villes autour de la Forêt Noire, Baden-Baden, Karlsruhe, Fribourg. Ils ont pris Stuttgart et ils sont allés jusqu'au Tyrol autrichien. Et à ce moment-là, la guerre a été terminée sur le front de l'Ouest. Et donc, c'est pour ça qu'on a été signataire lors de la signature du 8 mai. C'est pour ça qu'on avait un territoire en Allemagne, alors qu'au départ, on nous disait de pas participer. Donc, on est passé outre. Donc, si tu veux, le fait d'être signataire de la guerre, et donc vainqueur de la guerre, et d'avoir une zone en Allemagne, on l'a gagné les armes à la main. C'est pas vrai non plus qu'on nous l'a filé pour nous faire plaisir, parce que De Gaulle a été bon sur le plan politique. Il a été bon sur le plan politique parce que il a su utiliser nos forces militaires. Et d'ailleurs,
Alors, au moment de la signature, le contingent le plus important sur le front de l'Ouest des Alliés, c'était le contingent français, parce qu'il avait été renforcé par les résistants. Donc la vérité est entre les deux. Voilà. Sur le débarquement de Normandie, il y a eu que 2 apports français. Il y a eu le débarquement, mais en deuxième vague de la 2e division blindée, qui ensuite a été très efficace sur la libération de Paris et de Strasbourg en particulier, et d'autres villes. Mais sur l'une des plages, il y avait les fusiliers marins, donc les forces spéciales qui ont été créées à cette époque, les bérets verts, qui sont arrivés en première ligne et qui ont été les premiers à, symboliquement bien sûr, enfin pas seulement symboliquement, parce qu'ils ont essuyé du feu, ils ont eu de grosses pertes, qui étaient là au débarquement de Normandie également. Et puis sur le front de l'Est, il y avait Normandie-Niemen d'aviation qui étaient des casse-coups parce que les aviateurs français voulaient absolument prendre leur revanche et montrer ce qu'ils valaient. Ils ont eu de très très lourdes pertes. Et quand il y avait des trucs dangereux, c'est à eux qu'on faisait appel. Il y a aussi beaucoup de militaires aviateurs français dans la RAF, mais là sous commandement britannique évidemment. Donc voilà, les gens qui disent qu'on s'est libéré tout seul, c'est des enragés. Les gens qui disent qu'on doit tout aux Alliés, c'est des couilles molles qui font du French bashing. Et voilà, il faut raison garder et mesure garder. Oui, alors sur la résistance intérieure, elle a été primordiale pour donner les renseignements dont les Alliés avaient besoin pour le débarquement de Normandie, et surtout pour saboter toutes les infrastructures, les ponts, les voies de chemin de fer, etc., qui ont fait que les Allemands n'arrivaient plus à se déplacer, à déplacer leur matériel, et que donc ils n'ont pas pu se repositionner comme ils voulaient ou se renforcer comme ils voulaient. Donc la résistance française, c'était peut-être que 500 000 personnes, mais ça a été vraiment primordial. Et en plus, quand on dit que les Français étaient attentistes, il faut quand même dire que les historiens les plus pointus soulignent que les résistants étaient comme des poissons dans l'eau. C'est-à-dire que les Français n'étaient pas si attentistes que ça. Ils voyaient la résistance d'un bon œil et ils ouvraient leurs portes quand il fallait, ils prêtaient leur local pour une réunion quand il fallait, et ils laissaient cacher les fusils mitrailleurs dans leur grange sous la paille quand il fallait, ils fermaient leur gueule quand il fallait. Donc il y a vraiment eu une résistance au moins passive, comme l'avait demandé De Gaulle d'ailleurs, de toute la population. Donc le French bashing actuel qui dit ouais, il n'y avait que 500 000 résistants, les autres c'était des couards, ils n'ont rien fait. Voilà, il faut vraiment lutter contre ça.